ceux qui choisissent aujourd'hui Playas, ils nous choisissent parce qu'on propose une alternative réellement compétitive à d'autres solutions, à OpenAI ou Google, pas surtout. C'est ce créneau-là de petits modèles qui peuvent être déployés un peu n'importe où et qui résonnent bien. Bienvenue, je suis Laurent-Nicolas Guénoc du cabinet Convertéo et vous allez écouter Changement d'époque en cours, le podcast de l'IA. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré comme vous l'entendez peut-être en direct du salon Generation AI à Paris. Un rendez-vous annuel qui réunit des experts, des chercheuses, des journalistes, des technocritiques et des techno-enthousiastes du monde entier et bien sûr des chefs d'entreprise comme mon invité du jour. L'IA générative n'est pas qu'une affaire de grands modèles, de milliards de paramètres et de projets Stargate en route vers la super-intelligence. La grande valeur de l'IA, tout de suite maintenant, elle est moins dans les étoiles et beaucoup plus dans les entreprises, grâce à la capacité de ces algos à s'intégrer, à s'embarquer au cœur des métiers, des processus, bref, des contextes et des cultures des organisations. Mon invité est au cœur de cette douce révolution avec l'entreprise Playas, qu'elle a cofondée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis ravi d'accueillir Anastasia Stasenko. Bonjour Anastasia. Bonjour et ravi d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je disais un peu plus de 2 ans, je vous voyais réagir, c'est pas exactement ça? Légalement oui. Mais ça avait commencé avant. Un an et demi, D'accord, donc okay. qu'on est techno-enthousiaste D'accord. Et qu'on œuvre pour l'IA générative un peu différente, un peu plus petite, parfois aussi un peu plus marrante. C'est parfait comme sommaire, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Juste avant de parler de Playas, j'aimerais que vous nous racontiez votre parcours Anastasia. Comment on passe d'un doctorat de philosophie portant sur un mathématicien anglais du XIVe siècle au lancement d'une entreprise dans l'IA générative? Alors, et on le fait en n'ayant pas peur. Donc effectivement, j'étais venue en France pour faire mes études à l'école normale en philosophie et en plus en philosophie médiévale, ce qui est quand même un champ assez spécialisé, un peu tortueux. Donc et où en fait il s'agissait pour moi de travailler avec des manuscrits d'époque et sur un auteur d'époque qui a été adoré par Leibniz, donc philosophe allemand un peu postérieur, et par d'autres, mais qui n'a été pourtant jamais édité à l'âge moderne. Donc vous voyez en fait des manuscrits, gothique, difficile de lire. J'aurais tout donné si en fait les VLM, les Vision Language Models existaient à l'époque où j'écrivais ma thèse, ce n'était pas le cas, mais en fait déjà durant donc cette expérience plutôt donc évidemment très académique, en fait j'avais commencé donc à faire ce qu'on appelle donc les humanités numériques, donc à savoir donc appliquer donc des méthodes de NLP en fait à donc des sujets de fouille, de compréhension, d'analyse de textes massifs parce que bon, philosophie médiévale, on aimait écrire beaucoup. Donc mon intérêt pour la donnée massive vient un peu de là, j'ai envie de dire. Et donc effectivement en fait donc ces premières expériences en fait avec les humanités numériques qui ensuite en fait restent encore aujourd'hui au cœur de Playas, puisque avec mon cofondateur Pierre-Carl Langlais on incarne effectivement cette IA générative un peu différente qui fait un peu plus attention à la donnée, à sa qualité et non pas seulement au scaling en fait, à l'infrastructure, même si bien évidemment on n'entraîne pas des modèles sur des bouts de doigts, on a besoin de GPU, des infra, bon bref. Donc effectivement en fait suite à cette carrière académique que je n'ai pas poursuivie parce que je me sentais un peu seule, pour être tout à fait réaliste dans ce monde médiéval, beaucoup de transformations digitales au sein des entreprises, au sein de Hachette, puis des projets donc avec des fonds caritatifs de déploiement d'assistants digitaux santé dans les régions reculées d'Afrique, d'Éthiopie notamment, donc où je passe aussi un certain temps, d'où comme vous pouvez le comprendre l'amour et la compréhension qu'il nous faut du frugal, qu'il nous faut effectivement des outils qui peuvent être développés là où on n'a pas encore cette infrastructure par laquelle est marqué le monde occidental. Donc typiquement, on a encore aujourd'hui tout un tas de régions très peuplées dans le monde qui n'ont pas accès à Internet, ont un accès extrêmement faible en réalité. Et donc effectivement par la suite, j'ai été directrice de recherche dans une autre start-up parisienne où je travaillais sur l'analyse de l'opinion en ligne avec les outils d'IA. Donc l'époque où en fait on utilisait déjà BERT, vous savez ces modèles donc déjà des transformers qui sont encore aujourd'hui les modèles d'IA les plus utilisés en entreprise, qui sont utilisés pour classer des textes
textes, donc selon différentes thématiques pour lesquelles on peut les entraîner en fait. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec Pierre-Carl Langlais, mon futur cofondateur, c'est qu'on scrape des données sur Twitter, on prend des données sur Twitter et on cherche des narratifs, on essaie de comprendre ce qui se passe. Et tout cela. Là, on est en quelle année? Alors, tout ça, c'est 2021, 2023. Ok. Et puis, ChatGPT arrive. Alors là, on comprend que tout cela, c'est pas seulement pour analyser des textes. Ok, alors vous avez abordé plein de choses, on va pas détricoter tout, mais il y a un point, un sigle sur lequel je voulais qu'on s'arrête un tout petit peu, parce que je pense que c'est aussi au cœur de ces étapes précédentes de votre vie professionnelle qui vous a amené à Playas, les NLP, le Natural Language Processing. En fait, ce qu'on présente aujourd'hui beaucoup comme les générations antérieures de traitement du langage, c'est quelque chose qui était très répandu dans le domaine de la recherche, justement pour aller fouiller des bases documentaires mal numérisées, ou en tout cas avec une difficulté à trouver la bonne donnée au sein de ces grands corpus. Ça a été un moment de votre apprentissage, de votre rapport à ces modèles de langage qui, par la suite, ont connu des développements technologiques très très radicaux début des années 2020. Tout à fait. Donc déjà, Word2Vec, donc effectivement les premières embidifications de ces espaces sémantiques, syntaxiques. Donc effectivement, on croyait pendant très longtemps que le langage serait le dernier rempart en fait qui serait difficile pour l'IA, donc pour l'apprentissage, pour le deep learning à maîtriser, d'accord? C'est un peu l'inverse qui s'est produit finalement. On galère toujours en physical AI et dans d'autres domaines. On y reviendra. Mais effectivement, il y a une chose qui est très importante. Le NLP restait un peu un domaine d'initiés, de linguistes qui s'y intéressaient, linguistes computationnels, aussi de chercheurs IA bien entendu, mais il intéressait relativement peu le monde de l'entreprise. Pourquoi? Parce que à part cette approche, les approches de classification, donc qui étaient évidemment déjà très important, classer des spams. Enfin voilà, on le sait très bien. C'est là où le NLP prend ses lettres de noblesse business, si je peux me permettre. Mais quand même, on n'arrivait pas à unlock en quelque sorte, à dégager vraiment cette valeur business. On ne voyait pas en quoi le NLP pourrait être transformatif et pourrait mener à des automatisations d'échelle en fait. Et c'est ce qui se passe avec ChatGPT, parce qu'on voit à quel point en fait il peut devenir un élément un peu fondateur de la nouvelle vague d'automatisation en entreprise. Suite à ça, vous lancez donc Playas. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est Playas? Quelles sont les convictions de départ? Vous vous êtes lancé pour répondre à quel type de problème? Lorsqu'on lance Playas, on travaille déjà pour le gouvernement français, donc notamment pour la direction interministérielle du numérique, qui en fait à l'époque avait une approche extrêmement innovante et finalement très souveraine, avec cette idée d'avoir des modèles open source spécialisés qui tournent sur le propre infra pour créer donc un copilote. On travaille donc sur Albert, ce que deviendra par la suite le projet Albert, et on se rend compte que alors qu'on commence à voir les premiers modèles open source performants, type Llama 2, Falcon, etc., en réalité, il y a plusieurs obstacles, en fait, à ce que l'IA puisse être implémentée de manière efficiente d'abord dans les industries régulées. Qu'est-ce que l'on voit comme problème? Avant tout, en fait, l'Adenium, à l'époque, et encore aujourd'hui, a excessivement peu de GPU, d'accord? Et pourtant, pour des principes aussi, on peut d'égalité, en fait, doit quand même servir un très grand nombre de fonctionnaires, d'agents de service public, n'est-ce pas? Donc, il y a un peu cette question de comment passer à l'échelle, et peut-on réellement passer à l'échelle tout en revendiquant et tout en étant souverain, c'est-à-dire qu'en ayant les modèles sous notre contrôle, si on ne les miniaturise pas, d'accord? Donc ça, c'est la première question qui se pose, et on voit que non, ce n'est pas possible. Déjà, à l'époque, on est les premiers, en fait, à faire des fine-tuning assez performants de Llama 8B, qui est mise en production, qui sert des dizaines de milliers d'agents, en fait. Donc, et on se dit, en fait, ce milieu, il est extrêmement inexploré. Des SLM, Small Language Models, il y a 1 an et demi, c'était quelque chose qui était tout naissant, tout émergent, et on voyait que ça serait sûrement l'avenir, et surtout l'avenir possible et par ailleurs un tout petit peu souhaitable de l'automatisation à l'échelle avec l'IA. La deuxième chose, le deuxième obstacle, c'était finalement on était très frustré quand on faisait des fine-tuning. Ça paraît un peu bizarre, mais même quand on fait du fine-tuning sur le modèle open source, on ne sait pas avec quoi on travaille. On ne sait pas, et on le voit en fait quand on commence à fine-tuner des modèles différents.
des Lama, des Mistral, des Qwen, mon Dieu, ils agissent tous extrêmement différemment en fait à des fine-tuning. Ils ont donc des effondrements de complexité plus ou moins différentes. Et en fait, alors qu'on le fait avec le même set de données, d'accord? Et donc en fait, on se disait, il y a clairement en fait un obstacle qui est le manque de transparence quant au set de données qui constitue un tout petit peu, je dirais, ce moteur vivant en fait de l'intérieur des modèles et qui réellement en fait permet à mon sens de les qualifier d'open source ou pas, si les données sont ouvertes ou pas, d'accord? Donc on se dit, en fait, on veut être un peu hacker, on veut être un peu rebelle, et on veut en fait finalement faire des modèles qui vont être certes petits, mais performants, et qui vont utiliser de la donnée ouverte, à savoir celle qui peut être sans aucune liability légale, si je puis me permettre, montrée à des clients, publiée, d'accord? Donc à savoir celle qui ne va pas contenir des bouquins téléchargés sur un NAS Archive, n'est-ce pas? Bon. Et normalement, évidemment, on avait déjà à l'époque entendu OpenAI, notamment Sam Altman, dire on ne peut pas entraîner de bons modèles de langage sur des corpus ne contenant pas de contenu sous droit d'auteur. On se dit on va voir si c'est vrai. Il y a une rhétorique de l'inévitabilité très très forte sur ce genre de sujet. Voilà, l'inévitabilité qui évidemment couplée avec le fait que c'est aux États-Unis, il y a fair use, d'accord? En Europe, on n'a pas de fair use. Il y a des contextes assez différents. Et puis, comme on peut voir maintenant, Anthropic n'a pas de problème pour payer des milliards pour effectivement rembourser les auteurs lésés par leur pratique première d'utilisation non consentie de leur contenu, n'est-ce pas? Bref, comment est-ce qu'on peut résoudre cette équation? Comment faire des modèles performants avec nécessairement moins de données, d'accord? Parce que la donnée avec licence permissive, ça va être aussi la donnée qu'il faudra curater. Parce que qu'est-ce que font la majorité des labs encore aujourd'hui? Ils scrapent le web. D'accord? C'est ça, en fait. Ils vont chercher les archives du web, ils font leur propre crawl. C'est super pour l'échelle. Sauf que, qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait, dans les archives du web? Du contenu, évidemment, ce droit. On ne peut pas le filtrer. Il y en aura forcément. On ne peut pas filtrer tous les articles du monde qui ont été postés par un gars sur son site perso. C'est pas possible. Ok? Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ce qui va forcément y avoir des contenus empoisonné, d'accord? Comme les réseaux sociaux, le web est aussi un terrain où on injecte des informations pour guider vers les intérêts, en fait, de certains acteurs, notamment russes ou chinois, etc., etc. Bref, ok. Et puis, il y a des contenus de très basse qualité également, d'accord? Donc, est-ce qu'on se dit, ok, mais comment on fait? Et ce sur quoi, en fait, on fait vraiment accent, c'est sur la curation, le design et la qualité de la donnée qui va en découler, d'accord, de ce design et de cette curation. Ce que l'on commence par faire, et c'est aujourd'hui, je pense, notre plus grand succès en réalité, on crée Common Corpus, qui est le plus grand corpus de pré-entraînement pour les grands modèles de langage. C'est plus de 2000 milliards de mots, des langues européennes assez variées. Il y a 40% de français. C'est assez inouï, en fait, pour un corpus de cette taille. Et le plus inouï, c'est que c'est un corpus avec la documentation, la provenance pour l'ensemble des documents utilisés. Il y a uniquement des contenus sous licence permissive. C'est quoi? C'est tout ce qui est tombé dans le domaine public. C'est les articles en open access, d'accord, donc les articles scientifiques. C'est également l'open code, donc c'est les repositories GitHub où la licence type MIT, Apache, etc. est clairement indiquée. C'est évidemment open data, d'accord? Et là, pour le coup, c'est vrai que cette collection open data, elle est surtout très française parce que la France a effectivement mené énormément d'efforts, donc très réussi dans ce domaine-là. Et donc, ce corpus aujourd'hui, en fait, il a été rendu open source dès le début. Aujourd'hui, à part nos LLM, il y a plus de 8 LLM souverains en fait qui ont été entraînés dessus. Par exemple, Apertus de SwissAI, la série Salamandra des LLM espagnols, également GPTNL, donc les LLM néerlandais. Nvidia a entraîné dessus, Anthropic a fait des projets de recherche assez sympas là-dessus. Et nous, on a entraîné nos LLM. Et c'est des SLM, donc des Small Language Models, en dessous d'1 milliard de paramètres. Et ce qu'on a découvert, que oui, en fait, ça paye de faire de la curation de la donnée. Oui, ça paye, en fait, d'avoir une approche sélective envers les sources que l'on souhaite. On a des modèles qui sont un peu opinionated, qui écrivent très bien, franchement, et en creative writing, ils sont super. Là, parce que, effectivement, ils ont été entraînés sur la littérature de grande qualité. Ils ont du bon raisonnement, en fait, surtout en légal, en finance, etc. Et ils sont bons en RAG. Donc, l'idée, c'était de voir, en fait, est-ce que le petit
peut être efficient et compétitif. On savait dès le début qu'on ne pouvait pas être concurrent et on n'allait pas être concurrent de Mistral ou d'OpenAI ou autre. Non, on se dit quelle peut être la piste de compétitivité en fait. Et la compétitivité, c'est être frontier quelque part, d'accord? Et donc pour nous en fait aujourd'hui, de fait, surtout depuis notre dernière annonce il y a 2 semaines, on a de fait entraîné les modèles à l'état de l'art qui sont frontier pour leur taille, d'accord? Et ça, pour nous en fait, c'est un argument compétitif de compétitivité en fait. Ceux qui choisissent aujourd'hui Playas, ils nous choisissent parce que on propose une alternative réellement compétitive à d'autres solutions, à OpenAI ou Google, pas surtout. C'est ce créneau-là de petits modèles qui peuvent être déployés un peu n'importe où et qui résonnent bien. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de clients, ou alors si c'est difficile de les nommer au moins de secteurs, de domaines d'application, où vous avez trouvé votre marché, où ça marche? Oui, bien sûr. C'est à la fois les industries régulées, donc le bancaire, la santé, d'accord? La santé, on a beaucoup de clients qui, justement, en fait, qui sont très embêtés par toutes les approches black box en fait des API propriétaires, donc et peut-être des modèles qui fonctionnent bien, hein. Bon, vous discutez avec l'autre sur vos sujets médicaux, bon ça fonctionne très bien, hein. Sauf que il y a pas d'explicabilité, il y a pas de contrôle, il y a pas de maîtrise et surtout en fait c'est un raisonnement médical qui est très orienté sur un système médical d'Ampic et les États-Unis, bon etc. Bon bref. Donc la santé, le bancaire, l'assurance, voilà, ça c'est vraiment le cœur de nos clients, l'éducation. D'accord. La deuxième partie, c'est en fait des startups qui veulent avoir des solutions compétitives par rapport à leurs propres concurrents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet, en fait, c'est que on commence tous pour des POC, pour lancer ces produits, avec une API d'OpenAI habituellement, d'accord, ou Anthropic, voilà. Très bien, mais sauf que il y a des limites à ce que l'UX, en fait, et à ce que l'acquisition de la donnée, en fait, client, peut nous donner, en fait. C'est-à-dire que juste au niveau du prompt engineering des modèles fermés, ok, il y a une limite à cela. Ceux qui en fait qui commencent à passer à l'échelle, commencent à se poser des questions de durabilité économique en fait, et aussi à leur avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents, ils commencent aussi à faire appel à nous en fait pour qu'on crée des modèles sur mesure en fait pour eux, d'accord. Donc c'est des startups effectivement qui travaillent dans la health tech aussi beaucoup. De nouveau on retrouve les mêmes disons préoccupations et qui veulent avoir leur propre modèle spécialisé, d'accord, plutôt petit aussi pour des raisons de effectivement de coût d'hébergement, de scalabilité, etc. pour servir vraiment beaucoup de personnes. Et juste peut-être pour quand même aussi faire un peu le lien avec ce que je disais avant, un autre grand partenaire que nous avons, avec qui on a plusieurs projets, c'est Bibliothèques sans frontières, avec qui en fait on a des projets d'IA offline. Okay. C'est des assistants d'éducation, assistants santé en fait, nos modèles Playas, donc 350 millions de paramètres, c'est moins que GPT-2, d'accord, et qui tournent sur des Raspberry Pi, sur Android, sous format RAG, d'accord, Retrieval Augmented Generation, et qui permettent à, par exemple, des enseignants au Sénégal, dans les régions très reculées du Sénégal ou du Congo, en fait, d'avoir un assistant pédagogique pour eux pour créer des contenus pédagogiques, d'accord, pour leurs élèves, parce que les questions de création de contenu, voilà, c'est encore pas tout à fait résolu, ou des assistants santé qui permettent aux sages-femmes et aux travailleurs médicaux qui sont sur les frontières, en fait, voilà, un peu nomades quasiment, aussi de voir cet assistant qui leur donne des connaissances médicales sur des sujets qu'ils n'ont pas encore entièrement appropriés. Vous voyez, donc pourquoi on est là? Parce que il n'y a pas d'alternative. Aujourd'hui, on n'a pas de plus petits modèles qui peuvent être déployés offline, qui peuvent néanmoins donner des résultats fiables et de qualité. C'est passionnant. Je voudrais juste qu'on revienne sur l'open source. Parce que je trouve que ce sujet, ce terme, est devenu un peu un mot valise. Tous les grands acteurs qui éditent des LLM sortent des gammes open source. En tout cas, le présentent comme tel. Mais à vous écouter, j'ai l'impression que ce qui fait le caractère vraiment transparent, vous n'avez pas prononcé ce mot, mais je le prononce à votre place, presque éthique de l'open source en IA, ce serait d'aller jusqu'à la transparence des jeux de données utilisés pour l'entraînement. Or, c'est quasiment jamais le cas dans les grandes solutions des GAFA et les LLM généralistes. Est-ce que vous trouvez que le terme d'open source a un peu perdu de sa crédibilité? Est-ce qu'il y a un peu de flou autour de ce terme-là? Est-ce que vous plaidez, je sais pas, pour davantage de critères, de labels, de transparence? Réellement, on ne peut pas reproduire des modèles si on n'a pas accès aux données d'entraînement. Mais vous êtes d'accord que l'usage qui est fait de ce terme sur le marché
déborde assez largement ce cadre. Bien sûr, ouais. on dit voilà, des modèles de Mistral, c'est open source, tout est un peu open source. Mais en fait, derrière, je pense, il y a un plus grand débat, en fait, c'est celui de viabilité économique d'open source pour l'IA générative et l'IA plus généralement parlant, d'accord? Et c'est vrai que nous, on aborde cette question-là aussi d'une manière un peu différente, en fait. Dès le début dans notre communication, on parlait plutôt d'open science, d'accord? Okay. Nos modèles sont open source, certes, mais nos modèles étant open source ne peuvent pas forcément tout de suite être mis en production, d'accord? Du fait, nous, on est en plus une startup bootstrapped, enfin, on n'a pas de ressources pour faire des agents conversationnels, enfin, vous voyez, des instruction tuning de ce type. Bon, ok. Mais même au-delà de ça, en fait, nous, ce qu'on voit, c'est que l'intérêt des licences open source, c'est surtout, en fait, de communiquer et de donner, en fait, de la capacité. En fait, l'open source doit être, comment dire, enabling, d'accord? Donc, il doit donner des capacités de construire autre chose dessus. Et pour cela, la donnée, elle est absolument cruciale pour qu'on puisse effectivement nous-mêmes construire des modèles. Je parle là des entreprises, d'autres startups et autres. Et nous, en fait, dans tout cela, on s'inscrit, ok, on fait de l'open science. Donc voilà, on va plus loin. Enfin, on donne en plus des données, on communique très, très ouvertement sur tous les procédés et les méthodologies. Et derrière, en fait, notre business model à ce stade, c'était vraiment, on peut être cette Red Hat, en quelque sorte, de l'IA générative. Donc venir, en fait, accompagner nos clients, nos partenaires, en spécialisant nos modèles et finalement en leur donnant des modèles propriétaires. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'on oublie assez souvent. Vous pouvez aujourd'hui utiliser des modèles open source. Vous ne contrôlez pas leur licence. Si demain Alibaba change de licence pour leur modèle Qwen, ce qui est tout à fait possible, ces changements sont effectivement c'est unilatéral. Voilà, exactement. Donc en fait, nous, ce qu'on propose en étant donc détenteurs de licences, donc qui sont des licences Apache, voilà, c'est aussi de céder en fait et de créer de nouvelles licences sur nos modèles pour les modèles spécialisés que nous développons pour nos clients. Ainsi, en leur proposant aussi quand même une certaine vision en fait durable de leur business, d'accord? Parce que effectivement les modèles vont changer évidemment, mais on peut bâtir là-dessus. Il y a un autre sujet qui est au cœur de votre positionnement, c'est celui de la frugalité, on en a parlé. Il y a un vrai mouvement de balancier sur le marché sur ce sujet-là. Il y a un an à peu près, là au moment où on se parle, sortait DeepSeek. Le marché sidéré disait c'est la fin des grands modèles entraînés sur des quantités de compute gigantesques. Un an après, là, il y a quelques semaines, Google sort Gemini 3. Le marché, à nouveau sidéré, dit ce modèle géant multimodal est génial, il va tout casser. La frugalité, pour vous, ça reste un avantage compétitif très très fort. On le comprend par les domaines d'application que vous avez cités dans les endroits où on a encore un manque d'infrastructure, de connectivité par exemple, mais plus durablement, y compris en Occident, là où vous opérez, là où vous avez vos clients. La frugalité, pour vous, c'est le business. Entièrement, mais en fait, parce que le mot frugalité, je pense, il a des connotations très morales, d'accord, très liées aussi à l'impératif écologique, etc. Bon, ok. Ce que nous pensons chez Pléias, c'est que si vraiment on croit que l'IA générative et ses dérivés, on va dire, vont vraiment mener à la nouvelle révolution industrielle et à la vraie vague d'automatisation très grande, il faut absolument penser à la miniaturisation de toute façon. Parce que il y a une équation un peu insolvable, en fait, en termes de besoin d'énergie, d'accord, et leur coût, en fait, le coût d'énergie, et les déploiements l'inférence qui doit servir cette automatisation. Parce que aujourd'hui, en fait, quand on dit oui, Gemini 3, c'est trop bien, etc., ça c'est trop bien, en fait, on peut très souvent, tuer des mouches avec un bazooka, ça c'est A, et B, en fait, on travaille sur des déploiements qui ne sont pas à l'échelle. C'est des petits déploiements. Ok, c'est peut-être pas d'époque, même si là, on sait très bien que la majorité des cas d'usage IA sont au niveau d'époque, mais c'est des déploiements qui ne sont pas vraiment des automatisations de process entiers, d'accord? Donc, une fois qu'on va commencer à passer à l'échelle, pour de vrai, d'accord, quand on va traiter des millions de documents par jour dans les secteurs type bancaire, transport et autres, c'est la réalité. Bien sûr. Il faut de toute façon penser à la miniaturisation, d'accord, qui va permettre en fait un ROI plus élevé en fait. Moi, j'ai eu une discussion avec un directeur digital d'une compagnie de transport que je ne vais pas nommer, qui disait que ils avaient des POC tellement géniaux avec OpenAI, c'était top, tout marchait bien, et puis leur directeur financier a tout fermé. Parce que ça coûtait trop cher. On peut avoir des réponses de chatbot trop cool et qu'on va juger très jolies, c'est même ça aide quelqu'un, mais
en entreprise, il y a aussi une question, c'est quoi la valeur économique générée grâce à cela, ou c'est quoi, en fait, les pertes qui sont éliminées ou autres, d'accord? Et on ne peut pas dépenser plus d'argent, plus d'énergie, vous voyez, dans la solution IA, que cela nous permet de gagner de valeur in fine, d'accord? Donc, la miniaturisation, pour moi, c'est de nouveau une question de compétitivité et non pas seulement de frugalité au sens moral du terme. Donc, en revanche, là, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai sujet entre l'IA, on peut décentraliser, d'accord, où effectivement les entreprises possèdent leurs IA, d'accord, d'une manière ou d'une autre, que ce soit via open source ou via différents outils qu'ils développent en interne eux-mêmes, enfin, bon, peu importe. Et on peut une situation oligopolistique où on a quelques acteurs qui vont nous offrir en fait ces modèles d'IA et eux derrière, personne ne déploie le plus gros modèle pour la requête la plus débile. Bien sûr que non, d'accord, parce que eux ils doivent gérer l'inférence de manière efficace. Donc, voilà, il y a des modèles quantisés, miniaturisés, etc. Bref, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi une question de IA décentralisée dont on a la maîtrise, le contrôle et qui nous permet en fait de voir cette compétitivité pour nos industries, ou bien une situation un peu oligopolistique où on dépend de ces API, des API des modèles propriétaires, je veux dire, qui peuvent avoir quand même des effets assez finalement négatifs en termes de notre compétitivité à moyen et long terme. On est dans une phase, Anastasia, où on entend beaucoup parler de bulles de l'IA parce que d'un côté, les valorisations de certaines entreprises sont délirantes, mais de l'autre aussi parce que la valeur perçue par les projets d'IA, par l'atterrissage de ces technos dans les entreprises, elle est encore un peu en décalage avec le torrent de promesses qui est fait. Vous sentez ça aussi chez vos clients, le fait qu'on entre dans une phase où il faut délivrer de la valeur et ça va notamment passer par la donnée? Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment la crainte que nous avons eue, notamment, on peut, disons, en milieu de l'année, donc vers septembre, parce que effectivement, toutes les études convergent un peu là-dessus. Il y a un très grand taux d'échec pour l'époque, mais c'était déjà le cas pour le machine learning. Enfin voilà, c'était pas uniquement spécifique à l'IA générative. Évidemment, il y a des sujets d'adoption, de gouvernance, des sujets politiques propres aux entreprises, évidemment. Mais il y a aussi un autre sujet, celui de la donnée en fait, de la disponibilité de la donnée et de la qualité de la donnée. Enfin, l'un des cas d'usage d'entreprise, c'est les fameux RAG. Ok, tout le monde se rue pour faire des RAG. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on met dans ces fameux RAG? Donc parce que c'est bien beau de dire oui, les modèles actuels sont trop bêtes, je vais mettre la connaissance issue de mes bases de données, de mes bases de connaissances d'entreprise, et du coup ces modèles vont tout de suite devenir très intelligents et comprendre mes process, etc., etc. C'est quoi la réalité sur le terrain? C'est que dans ces bases de connaissances, il n'y a pas énormément de choses. C'est que ces choses-là sont contradictoires. Il y a des répétitions, des contradictions. Il y a plein d'infos qui manquent. Il y a bref. En fait, nous, ce qu'on a constaté dans la totalité des cas d'usage auxquels on s'était attaqué, c'est qu'on passait le plus clair de notre temps, en fait, à travailler avec nos modèles sur ce qu'on appelle context engineering, d'accord? Et le context engineering, au sens un peu large de ce terme, à savoir la préparation, l'enrichissement et la structuration des bases de connaissances et de la mémoire, en fait, pour les workflows IA, qu'ils soient simplement du RAG ou les IA, on va dire, agentiques émergents, d'accord? Ça, je pense que c'est aussi un peu une leçon, en fait, assez intéressante pour nous. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les modèles sont assez capables. Enfin, on est quand même déjà à un niveau relativement mature de la techno. Néanmoins, là, on a encore énormément à gagner. C'est justement dans la qualité de la donnée. Et en fait, nous, aujourd'hui, ce vers quoi on tend de plus en plus, c'est d'utiliser nos modèles en les spécialisant pour justement la préparation de la donnée. Okay. Donc, c'est-à-dire que nous, cette expérience, en fait, qu'on a eue en créant des datasets de grande qualité pour faire de bons modèles, aujourd'hui, on met tout cela, en fait, aussi au service du context engineering, d'accord? Parce que les modèles utilisés in fine peuvent être différents. On n'est pas tous tout de suite on a dans le besoin en fait de voir des petits agents, etc. Et aussi il faut de la donnée pour avoir des petits agents, vous voyez ce que je veux dire? Donc nous c'est là où on intervient. Comment on crée cette donnée qui peut être utilisée dans les RAG, dans les workflows agentiques et aussi pour l'entraînement de vos IA spécialisés. Ça je pense que c'est la prochaine un peu grande bataille en réalité. Ça fait un peu
peut-être bête, hein, certains vont dire d'y revenir, mais on aime rigoler un peu entre collègues, c'est que le parsing de PDF, c'est le dernier grand obstacle avant l'AGI, et je pense que c'est assez juste, mais il y a bien plus que le parsing de PDF malheureusement. Alors Anastasia, j'aimerais qu'on conclue notre échange en rappelant la philosophe qui, j'en suis sûr, est toujours en vous pour prendre un peu de hauteur et aller regarder au-delà des LLM, au-delà de la langue. Beaucoup d'experts s'accordent aujourd'hui à dire que tous les bénéfices de l'IA ne viendront pas des modèles de langue, tout simplement parce que la pensée humaine, notre expérience du monde, elle ne se réduit pas à son expression par le langage. On ressent, on comprend, on accède aux choses et à la connaissance par autre chose que le langage, et certains dans le paysage, certains chercheurs en tirent comme constat qu'il faut orienter la recherche dans d'autres dimensions, dans d'autres axes, intégrant notamment la physique, les notions de monde sensible. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce débat ? Est-ce qu'on est proche d'un plafond de verre technique avec les LLM ? Est-ce qu'on est au bout du chemin entre l'IA et le langage ? Est-ce qu'il faut commencer à bifurquer ? Pendant assez longtemps, on aimait répéter que les LLM sont des perroquets stochastiques. C'est vrai que, en fait, pour moi, ce que la révolution LLM a réellement démontré, c'est que les structuralistes avaient raison. Donc, dans le sens où, en fait, le langage, en fait, est très clairement, c'est bien plus que des structures syntaxiques, sémantiques, donc, et qui ne seraient pas, donc, innées, en fait, comme on peut le voir avec, typiquement chez Noam Chomsky, etc. Mais en fait, le langage, c'est une manière de structuration du monde, en fait, à travers aussi des expériences. Donc, je suis un peu moins sceptique, en fait, sur le côté qu'il n'y a pas grand-chose parce que le langage, c'est vraiment quelque chose de très puissant, de très structurant, en fait, pour la pensée humaine en tant que telle. Ensuite, vient les questions de modélisation du monde, d'accord ? De modélisation du monde qui n'est pas égale à la manière dont la raison et dont la rationalité peuvent être embarquées dans les modèles d'IA, d'accord ? Donc, il y a d'un côté, je pense qu'il y a énormément de choses encore à faire en termes de progression de LLM, mais c'est plus à travers uniquement le scaling. C'est-à-dire que là, le paradigme qui a gagné jusqu'il y a pas longtemps, et d'ailleurs, Elias Sutskever, il disait justement il y a 2 jours à Neurips, je crois, que justement, en fait, on arrive à la fin de ce paradigme de scaling, plus de données, plus de compute, et on aura plus d'intelligence. Là, c'est assez certain qu'on arrive à la fin de cela. Vient ensuite, en fait, l'explicitation des raisonnements, la création de nouvelles données. Enfin, tout ça qui je pense, va encore nous permettre d'aller beaucoup plus loin avec des LLM. Et ensuite, il y a toute une question, en fait, de ce qu'on appelle world models. Les dernières annonces, notamment de Yann Lequin durant AI Pulse, donc sur la création, justement, d'amis, donc d'une startup qui se concentrerait sur la physical AI et les world models, c'est un sujet très intéressant. Comment est-ce que, justement, on apprend les lois de physique de manière différente? Donc là, évidemment, la piste, c'est les vidéos, etc. Mais je remarque que toutes ces pistes, c'est évidemment la question de la donnée. Comment on la produit, qui la produit, comment on contrôle sa qualité, comment on comprend qu'elle peut nous ouvrir de nouvelles perspectives, en fait, d'efficience, de raisonnement, et en fait pousser plus loin les capacités humaines à œuvrer sur ce monde. Et donc, ça vous donne plein de confiance pour 2026 parce que vous semblez être au bon endroit. Absolument. On est toujours confiant, on est débattant, on est résilient. Voilà. Et surtout, we are very early. Merci beaucoup Anastasia, merci pour ces allers-retours entre la théorie et le très concret, et merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour plein de super épisodes déjà en préparation, alors n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.